Et les débats de Sud Radio, aujourd'hui on est ensemble de 11h à midi avec nos 4 invités que nous accueillons tout de suite. On accueille Nicolas Corato, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes président fondateur du think tank Place de la République. Nous sommes avec également Laurence Taillade, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Présidente du Parti républicain solidariste et auteur notamment de ce livre « Être une femme en 2020 », c'est publié aux éditions Michalon. Nous accueillons Frédéric Dabi, bonjour à vous Frédéric. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Directeur général adjoint de l'IFOP, l'Institut de sondage. Et enfin on accueille Jérôme Ripoul, bonjour à vous. Bonjour à tous. Directeur associé de l'agence Comfluence et co-président d'Opinion Valley. Au programme de nos débats aujourd'hui, assez nombreux d'ailleurs, il faut le dire, est-ce que les plaintes qui se multiplient contre le gouvernement, le manque de masques par exemple, les décisions politiques qui ont été prises, est-ce qu'elles sont légitimes ou est-ce qu'elles sont inefficaces? Est-ce que vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous soutenez ces plaintes engagées contre le gouvernement ou pas? Vous nous appelez 0826 300 300. On va parler des municipales. On a la date. Ça y est, la fumée blanche est enfin sortie. A priori, on ira voter le 28 juin. Est-ce que c'est risqué ou pas? Je vous rappelle que les restaurants sont fermés, les cafés sont fermés, on n'a toujours pas le droit d'y aller, mais on aura peut-être le droit de retourner voter. Est-ce qu'on est en train de refaire la même erreur? Ou est-ce qu'au contraire, écoutez, il est temps de se déconfiner un petit peu et de déconfiner nos élections? Et puis, on va parler d'une revendication de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, les autoroutes gratuites. C'est ce qu'elle demande pour cet été. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? D'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'on n'a pas le droit d'aller à plus de 100 km/h. Est-ce que c'est malin d'encourager les déplacements loin de chez soi aussi? Pourquoi pas d'ailleurs? Parlons-en, ça peut aider le tourisme. Vous nous appelez 0826 300 300. Mais auparavant, nous commençons par les coups de cœur et les coups de gueule de l'actualité de nos 4 débatteurs. Et Nicolas Corato, vous nous emmenez en Vendée. Oui, je vous emmène en Vendée, enfin virtuellement, puisqu'on n'a pas le droit d'y aller. Mais ça dépend où vous êtes. En Vendée et partons au Puy du Fou. Oui, c'est un coup de gueule sur les annonces de Nicolas Villiers, qui est donc le directeur général du Puy du Fou. Il était hier l'invité de Christophe Bordet dans Les Vraies Voix sur Sud Radio d'ailleurs. Voilà, et qui a annoncé de manière très unilatérale que son parc, sur lequel moi je n'ai absolument rien à dire, réouvrirait le 11 juin et qu'il s'agissait d'une décision du président de la République. Moi, je pense que dans le contexte qui est le nôtre actuellement, où toute la partie événementielle et culturelle est largement sinistrée, ce genre d'annonce qui voudrait penser à dire qu'il y aurait des sortes de prébendes ou en tout cas des parcs ou des attractions qui seraient privilégiées. En gros, des passe-droits, quoi. On est d'accord. Le Futuroscope est fermé, Disney est fermé, Astérix est fermé, mais le Puy du Fou, manifestement, a le droit de rouvrir. Vous y croyez que c'est Emmanuel Macron qui a donné l'autorisation? Moi, je ne connais pas les dessous de l'affaire. Je pense que ça nécessiterait peut-être de la part du ministre de la Culture, à minima, soit un démenti, soit une explication de texte, parce qu'il y a derrière toute une filière qui ne peut pas se remettre en activité dans le désordre et dans la concurrence ou dans les annonces intempestives qui nuisent véritablement à la reprise des affaires. On joue avec des centaines de milliers d'emplois, on joue avec une filière professionnelle sinistrée. Et je trouve que ce genre d'annonce, alors je comprends l'intérêt du Puy du Fou, de tirer le premier entre guillemets, mais très franchement, je pense que là-dessus, ça manque de responsabilité et peut-être de réaction politique de l'autre côté, parce que si vraiment, et la presse ce matin fait état de tensions entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron sur ce sujet, mais si vraiment l'Élysée joue un rôle actif sur ce sujet, c'est à la fois grave et je dirais... voilà, c'est un peu puéril. Et moi, j'ai envie que là-dessus, et sur ce sujet du déconfinement, on fasse toutes les choses avec méthode et responsabilité. Que ce soit la même règle pour tous. Après, si je vous ai bien suivi, Nicolas Corato, vous le dites à juste titre, il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont menacés, notamment dans le secteur des loisirs, de la culture, du tourisme. Votre coup de gueule, il est presque plus pour Emmanuel Macron, qui a priori ou apparemment a autorisé cette réouverture, que contre le Puy du Fou, puisqu'après tout, vous êtes le premier aussi à souhaiter que ce secteur reprenne. Moi, je souhaite absolument que ce secteur reprenne. Il faut que ça reprenne dans l'ordre et pas dans le désordre. Et puis surtout qu'on n'ait pas l'impression que certains sont privilégiés par rapport à d'autres. Voilà, enfin, je veux dire, on a des choses un peu étranges. On a des centres commerciaux qui rouvrent, des musées qui restent fermés. Tout ça mériterait un petit peu de plus de clarté. Oui, c'est ça. Jérôme Ripoul, cette espèce de flou artistique auquel on assiste sur ce qui a le droit de rouvrir, ce qui ne peut pas rouvrir, en ordre dispersé finalement, qu'est-ce que ça dit au directeur associé de l'agence Comfluence que vous êtes ?
Ça dit que la situation est très compliquée à gérer pour le gouvernement et que ça l'amène à produire de la norme un peu irrationnelle. Effectivement, pourquoi on ouvrirait certains parcs d'attractions et pourquoi les restaurants qui pourraient ouvrir en terrasse vu le temps magnifique qu'il fait aujourd'hui un peu partout en France ne pourraient pas le faire. Donc je crois que la difficulté, elle est de rationaliser sur l'ensemble. Et on voit bien que le gouvernement, il est sujet à des sollicitations diverses et il y a des secteurs qui, à l'évidence, fonctionnent mieux que d'autres et sont plus efficaces dans leur lobbying que d'autres. Donc je pense que malheureusement... C'est la loi de la jungle un petit peu, hein. Alors, c'est la loi de la jungle. Il y a vraiment des fédérations aujourd'hui, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui ont du mal à se faire entendre, et ça, c'est vraiment dommage. Alors qu'elles sont en grande difficulté. Il y a les commerces de plein air, par exemple. Il y a la Fédération nationale de l'habillement aussi, qui est en grande difficulté. Et elles ont beaucoup de difficultés à se faire entendre. Et c'est peut-être un peu dommage que certains soient entendus et que d'autres soient laissés de côté. Oui, c'est ça. Parlons ensuite, on en a parlé tout au long de ces 2 mois de confinement, mais des restaurateurs qui sont quand même très nombreux. C'est un des poumons économiques et culturels de la France qui n'arrive toujours pas à rouvrir. C'est quand même incroyable. On autorise l'ouverture de parcs d'attractions. Il y a d'autres choses qui sont interdites, ce qui nous amène au coup de gueule de Laurence Taillade. Oui, Jean-Marie, effectivement, et je pense qu'on est vraiment dans la lignée de ce qu'on vient de dire. Effectivement, alors il y a un droit fondamental dans notre pays, c'est le droit au mariage. Oui. Et en l'occurrence, les mariages sont interdits depuis le 16 mars. Alors, sauf exception. Sauf exception, sauf que ça semble léger, mais en réalité, le mariage est un droit fondamental qui est reconnu comme un droit constitutionnel depuis 2003 par le Conseil constitutionnel en France et qui est un droit fondamental reconnu au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de se réunir à 6 dans une mairie pour se marier, alors qu'on a le droit d'être à 10 pour des réunions, qu'on a le droit d'être à 20 pour aller à des enterrements. On a le droit de rouvrir des centres commerciaux comme Beaugrenelle récemment qui s'est réouvert, 28 000 mètres carrés quand même. On rouvre des salles de classe qui peuvent être remplies à moitié, donc 15 sur 30. On reprend les cultes, c'est quand même assez surprenant. Donc on peut se réunir pour aller prier, on peut prendre le métro pour aller travailler, on peut aller faire les courses, mais on n'a pas le droit de célébrer son amour dans notre pays. C'est ça. Donc mon coup de gueule, c'est de dire que finalement le droit au bonheur a été interdit par ordonnance, par décret par le gouvernement, et qu'aujourd'hui le bonheur on doit le trouver dans le travail, dans la prière ou dans la consommation. Et là j'en suis vraiment absolument navrée. Et sachant que la militante laïque de longue date que vous êtes me le confirmera, si vous n'avez pas le droit de vous marier à la mairie, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de vous marier à l'église non plus, ou alors ailleurs, dans la mesure où depuis la Révolution, le mariage religieux est interdit avant le mariage civil. C'est important. Tout à fait. Alors du coup, bon, il faut quand même aussi parler des retombées économiques de cet état de fait, parce que énormément de mariages ont dû être annulés et reportés. Et je ne nie pas l'importance sur des conditions sanitaires du fait de ne pas autoriser des réunions à grande échelle. Mais pour autant, on aurait pu accepter que les mariés décident par eux-mêmes s'ils souhaitaient ou non se marier en petit comité plutôt que d'interdire des rechefs. Je le rappelle, un droit constitutionnel. Et en l'occurrence, on a considéré que mariage égale fête égale interdiction, et je trouve ça absolument lamentable, d'autant plus qu'on a une profession qui elle aussi ne sait pas faire du lobby, qui représente 3,2 milliards de chiffre d'affaires annuel, donc c'est pas n'importe quoi, ce sont les sociétés d'organisation de mariage, ce sont les locations de salles, les restaurateurs. Et à ce titre, d'ailleurs, je le précise, parce que c'est un des secteurs qui a été le moins représenté en fait dans les médias et qui pourtant a souffert en tout premier, c'est l'événementiel. Alors c'est vrai que ça a l'air vague quand on dit l'événementiel, mais tous ces gens qui travaillent effectivement pour louer des salles, organiser des fêtes ou alors des séminaires d'entreprise, eux, ils étaient quasiment au chômage technique un mois avant le confinement, parce qu'une bonne partie des réunions d'entreprise étaient annulées. Autant l'événementiel d'entreprise ou d'autres événementiels, ce sont des choses qu'on peut reporter de quelques mois. Pour les mariages, mais pas ceux qui en vivent. Perdu, voilà, c'est un chiffre d'affaires qui est perdu pour cette année, qui ne pourra pas être reporté l'année prochaine. Et donc, ce sont des professionnels qui sont menacés et pour lesquels on n'a rien envisagé. Frédéric Dabi, vous aviez prévu de vous marier ce week-end, vous aussi ou... Pas tout à fait. C'est pas dans les tuyaux, mais je comprends très bien le coup de gueule de Laurence. C'est logique pour vous. Est-ce que les Français comprennent ce genre de... Quand vous voyez, il est tout à fait normal que dans cette période-là, Frédéric, on ait beaucoup de restrictions qui concernent énormément de pans de la vie quotidienne, mais est-ce que les Français comprennent la logique de ces restrictions ou pas ?
Moi, je dirais quand même que les Français ont compris beaucoup de choses. Ils ont compris que le confinement était la meilleure solution pour éviter la propagation du virus. Je suis toujours frappé de voir à quel point les Français massivement se sont confinés, alors que quelques jours avant, quasiment personne n'en parlait. Sur le déconfinement, alors bien sûr, entre ce qu'a dit Nicolas Corato, ce qu'a dit Laurence Taillade, on voit des inégalités perçues de traitement, des éventuels favoritismes. Ce qui me frappe, c'est au contraire que les Français considèrent que le déconfinement se passe bien, que l'optimisme revient. On a reposé à 15 jours d'écart notre question, une fois fiduciale pour JDD et Sud Radio, sur l'optimisme pour l'avenir. En 15 jours, 9 points de plus d'optimisme qui, je dirais, rejaillit positivement sur le gouvernement. Il y a toujours cette défiance comme élément contextuel, mais le sentiment que le déconfinement se passe bien fait que les Français mettent un peu plus à distance les éléments de crispation sur la gestion de cette crise, bien sûr les masques, les tests, etc. Mais c'est vrai que dans notre pays où on est passionné, obsédé par l'égalité, on est très fort à vilipender les éléments d'inégalité. Ce que vient d'être mis en avant par Nicolas et Laurence peuvent, je dirais, être relevés. Oui, c'est la contradiction, sans compter d'ailleurs les conséquences économiques à venir ou qui ont déjà commencé à tomber d'ailleurs, de tous ces secteurs qui sont plus ou moins à l'arrêt. Restez avec nous sur Sud Radio, je vous le disais, dans quelques minutes, on va parler de ces plaintes qui se multiplient, parce que si la confiance des Français manifestement et leur optimisme remontent, c'est ce que vient de nous dire Frédéric, il y a malgré tout un certain nombre de Français et leurs avocats qui sont absolument furieux de la gestion de la crise par le gouvernement et qui multiplient les plaintes. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que vous soutenez ces plaintes? Est-ce que vous avez l'intention de porter plainte contre le gouvernement? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est complètement déplacé en période de crise? Vous nous appelez 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants, juste après les coups de cœur et les coups de gueule de nos invités. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Et de retour dans les studios de Sud Radio en compagnie de nos 4 débatteurs, Nicolas Corato, Laurence Taillade, Frédéric Dabi et Jérôme Ripoul. Nous en étions au coup de cœur et au coup de gueule de nos invités. Je vous rappelle, dans quelques instants, nous allons parler de ces plaintes qui se multiplient contre le gouvernement. Est-ce qu'elles sont légitimes ou est-ce qu'au contraire, elles sont déplacées? Vous nous appelez 0826 300 300 pour nous donner votre avis, quel qu'il soit d'ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Nous poursuivons, je le disais, les coups de cœur et les coups de gueule de nos invités. On parlait notamment de ces secteurs qui étaient fermés. Il y en a un qui a particulièrement souffert, qui a beaucoup manqué à un certain nombre de Français, notamment à Valérie Expert, qui anime fidèlement cette émission et qui reviendra dès lundi. Ce sont les librairies, ce qui nous amène à un coup de cœur littéraire, de Jérôme Ripoul. Oui, alors je ne veux pas faire de concurrence à Gérard, effectivement, mais ça fait une suite heureuse avec la précédente partie. Gérard Collard pour les coups de cœur des libraires que vous entendez tous les vendredis à 10h40 sur Sud Radio avec Valérie Expert. Exactement. Mais je voulais vous conseiller un livre qui s'appelle Les Plumes du pouvoir, qui a été écrit par Michael Moreau et qui est extrêmement bien documenté. En fait, ce sont ce qu'on appelle dans le milieu les nègres qui écrivent les discours pour les grands hommes politiques. Et donc Michael Moreau s'est intéressé en fait à tous ces soutiers finalement de l'écriture qui sont les plumes et qui ont un travail extrêmement difficile. Alors c'est un livre qui est très très bien documenté et qui met en évidence plusieurs choses. D'une part, la dureté de ce métier, parce que les politiques sont absolument terribles avec ceux qui leur écrivent leurs discours et d'une exigence absolument folle. L'inflation incroyable des discours présidentiels. Il faut savoir qu'est-ce que vous appelez par inflation? Alors l'inflation, c'est que du temps de De Gaulle, le général de Gaulle faisait 67 discours officiels par an. François Mitterrand en faisait 192 et François Hollande en faisait par an 225. Donc il y a eu une inflation. C'est peut-être un petit peu la faute de votre profession, mon cher Jérôme Ripoul, parce que vous êtes directeur de l'agence Confluence quand même. Je ne crois pas. Je crois que c'est la faute des médias. Je vous retourne le compliment parce qu'on est passé à l'information continue. Donc, on a besoin de produire énormément. Les politiques ont besoin de produire beaucoup de signes et de sens. Et donc, ils écrivent beaucoup. Et il y a une deuxième anecdote que je voudrais vous livrer qui est extraordinaire. Je crois qu'elle n'a pas été citée. Il est fait mention d'Alain Lamassoure qui a commencé sa jeunesse politique à gauche, voilà, et qui a été plume de Valéry Giscard d'Estaing et qui en fait en 1980
1980, juste avant les élections présidentielles, est allé envoyer en mission auprès de Mauroy à Lille pour essayer de rallier le premier secrétaire à l'époque le premier secrétaire de la Fédération du Nord, Mauroy, pour essayer de créer un gouvernement d'alliance si Valéry Giscard d'Estaing était élu. Et donc il y a énormément d'anecdotes, ça fourmille d'anecdotes, et je suis heureux de vous faire partager cette découverte parce que c'est un très bon livre. Donc ceux qui écrivent les livres et les discours des hommes politiques, tout en les laissant les signer eux-mêmes, eh bien finalement ils ont beaucoup plus d'influence que ce qu'on pourrait penser. Effectivement, Laurence Taillade, vous êtes la présidente du Parti républicain solidariste, j'imagine que vous les écrivez, vos livres. Oui, j'écris mes livres et j'écris toute seule mes tribunes. Voilà. Mais pour autant, effectivement, je trouve ça très intéressant, cette inflation de la prise de parole politique, parce qu'on se rend compte qu'on en vient à parler de tout et de n'importe quoi et à s'exprimer parfois sur des choses qui n'ont pas réellement de sens. Et je pense que le problème, il vient bien de là, c'est-à-dire qu'en fait, on a plutôt tendance à favoriser la forme que le fond. Et aujourd'hui, la parole politique manque cruellement de réflexion. Et si on veut donner du sens, il est temps effectivement de se mettre dans la prospective plutôt que dans la communication à outrance sur des faits d'actualité. Oui, c'est ça, la rareté de la parole présidentielle, un souvenir de l'époque de François Mitterrand. Il y a aussi la longueur des discours, on pourrait quand même en parler aussi. Qui a déjà trouvé un discours d'Emmanuel Macron trop court? Honnêtement, levez la main, je ne sais pas vraiment si vous serez nombreux. Mais les plumes d'Emmanuel Macron s'arrachent les cheveux. Ouais. Et ça, c'est très bien décrit aussi dans ce livre, parce que d'une part, il revoit les textes jusqu'au dernier moment, mais c'est-à-dire jusqu'à la dernière minute, d'une part, et d'autre part, il est extrêmement exigeant, il écrit lui-même, et donc il s'arrache vraiment les cheveux, c'est très très dur pour eux, et donc en fait, il a un texte de 45 minutes qui en général finit à 1h15, 1h20. Voilà. C'est ça. Donc c'est aussi leur grande peur. Effectivement, nous terminons par un coup de gueule de Frédéric Dabi. Oui, c'est un coup de gueule sur les conséquences économiques de la crise. On voit dans nos enquêtes à quel point les Français anticipent un chômage de masse. Ça fait maintenant un mois que l'inquiétude sur les conséquences économiques de la crise est supérieure à l'inquiétude sanitaire. Mais il y a une conséquence à court terme qu'il ne faut pas négliger, c'est la raréfaction des offres de stage en direction des étudiants, pour des raisons sanitaires, pour des raisons économiques, pour des raisons d'organisation interne. On n'a pas repris le travail physique, on est dans une logique de distanciation physique et sociale, mais tout ça a une double conséquence et crée une double difficulté pour les étudiants, déjà souvent fragilisés par la période de confinement. Beaucoup sont restés seuls dans des endroits extrêmement exigus. D'abord, difficulté pour valider leur diplôme pour un stage obligatoire. Alors là, il y a de la panique parce qu'il y a eu un va-et-vient sur les prises de parole et des injonctions des rectorats. D'abord, des stages obligatoires ont été annulés. Et ça et là, j'ai vu un reportage très récemment, on voit des recteurs, maintenant que le déconfinement semble bien se passer, inciter pour que le stage obligatoire revienne en jeu. Et ça crée des véritables paniques pour les étudiants. Il y a la question des 100 km également autour de son domicile. Et puis, à moyen terme, il y a un vrai danger. Bien sûr, le chômage va revenir comme sujet majeur des conversations des Français. Et on sait que le stage permet une insertion. C'est souvent un pied à l'étrier, c'est souvent le sésame pour passer du stage au CDD, du stage au CDI. L'imaginaire sur le stage photocopie a largement vécu, les stages ont été encadrés, ils sont maintenant systématiquement rémunérés, et sans doute à la rentrée, on va voir la part de l'offre de stage de fin d'année, de fin d'études, qui était avant le chemin de fer, la voie royale vers l'emploi, se raréfier, voire peut-être disparaître. Se raréfier comme tout d'ailleurs, c'est pour ça que cette situation est assez exceptionnelle et assez inquiétante. On vous le confirme d'ailleurs, les stages ont plus qu'une raréfaction. Les stages ont souvent d'ailleurs disparu dans la mesure où les entreprises sont passées en télétravail. Et à l'heure des charges, il est difficile d'encadrer un stagiaire, si vous voulez, quand on n'est pas physiquement présent avec lui, et c'était pas le moment de l'être. Mais effectivement, ça pose d'énormes problèmes en termes d'expérience professionnelle et même d'orientation d'ailleurs. Restez avec nous, 0826 300 300. Vous nous appelez, dans quelques instants, on revient, on parle de ces plaintes contre le gouvernement. Vous avez vu les nombreuses conséquences de cette épidémie, de cette crise économique qui s'annonce. Est-ce que le gouvernement a bien fait? Est-ce que vous soutenez ces Français qui portent plainte contre le gouvernement? Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que leur attitude est complètement déplacée? Vous nous appelez, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Et les débats de Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct sur Sud Radio en compagnie de nos 4 débatteurs, Nicolas Corato, Laurence Taillade,
Frédéric Dabi, Jérôme Ripoul et vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. Nous parlons de ces plaintes qui se multiplient contre le gouvernement. Il y en a 71 à ce stade qui ont été déposées devant la Cour de justice de la République. En général, alors les plaintes devant la Cour de justice de la République visent les ministres et le Premier ministre, pas le président de la République qui lui, de toute façon, a, de par la Constitution, une irresponsabilité pénale. Quoi qu'il en soit, 71 plaintes, principalement contre le Premier ministre Édouard Philippe, contre Olivier Véran, le ministre de la Santé, contre Agnès Buzyn, la précédente ministre de la Santé. Est-ce que vous êtes choqué par ces plaintes en pleine crise ou est-ce que vous les comprenez, vous les soutenez ou est-ce que vous-même vous voulez y participer? Vous nous appelez au 0826 300 300. Nous en parlons auparavant avec Frédéric Dabi. Qu'est-ce qu'en pensent les Français? Je pense que c'est un sujet que les Français, par rapport auquel les Français ne sont pas du tout emparés. C'est vrai qu'il y a une tendance, et je pense que Nicolas Corato le dira beaucoup mieux que moi, à une judiciarisation de la vie publique. 71 plaintes, c'est quand même quantitativement très peu, mais c'est vrai que ça s'inscrit en rupture avec l'imaginaire politique français, qui est que on attend des élus qui règlent les problèmes, qui changent la vie, qui transforment le pays. Mais quand on est mécontent, quand on juge qu'il y a des fautes, on ne porte pas plainte, on vote contre eux et on les sort dans le cadre d'un cycle électoral. Moi, une petite parenthèse au niveau local, j'avais été frappé par une enquête de l'IFOP pour le groupe LR au Sénat sur les difficultés perçues telles qu'exprimées par les maires. C'était une enquête auprès de tous les maires de France, un échantillon représentatif. C'est intéressant de voir que ce qui trouvait le plus difficile à gérer dans leur quotidien, c'était le niveau d'exigence des habitants et quand même d'une très forte attente pour qu'il y ait un statut plus renforcé de l'élu pour éviter de se retrouver devant un tribunal quand un panneau de basket dans un collège ou un lycée tombait. Voilà, donc il y a cette tendance à l'œuvre en France, mais je dirais que l'opinion publique ne s'en est absolument pas emparée globalement. Et pourtant, ça peut avoir un impact important, c'est-à-dire que Nicolas Corato, cette judiciarisation de la vie publique, c'est vrai que ça décourage les politiques de faire des erreurs, ça on peut le reconnaître, mais d'un autre côté, ça peut aussi les décourager de prendre des risques. Oui, c'est un problème qui se pose à ce gouvernement, qui va poser un problème structurel à ce gouvernement. C'est comment est-ce qu'on peut continuer à diriger un pays en temps de crise avec effectivement cette menace qui pèse. Je reviens juste sur ce que disait Frédéric. En fait, 71 plaintes pour la Cour de justice de la République, c'est considérable. Ouais. Depuis sa création, on tourne en moyenne à une quarantaine de plaintes par an pour la Cour de justice de la République. Et là, uniquement pour le Covid, on en a 71. Ce sont des plaintes très compliquées à rédiger, à formuler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, vous, moi, faire ça comme ça sur un coin de table. Ça demande beaucoup de travail. Et donc, pour tous les observateurs, c'est un chiffre très important que n'a jamais connu cette institution depuis sa création en 1993. Donc c'est un record. C'est une forme de record, en tout cas c'est une très grosse pression sur le politique. Ça pose effectivement le problème de la judiciarisation de la vie politique, mais ça fait des années qu'on est confronté à cette difficulté. Moi je pense que surtout ça pose la difficulté de la manière dont on sortira de cette crise et de voir s'il peut y avoir une sortie politique de cette crise, parce que c'est un peu ça le sujet qui est posé aujourd'hui au pouvoir. S'il n'y a pas d'issue politique, d'issue démocratique, effectivement, on aura de toute façon une issue peut-être juridique, judiciaire ou pénale pour une. Mais elle amènera à quoi? Enfin, ça c'est la question que à laquelle j'ai pas trouvé de réponse. Qu'est-ce qu'une réponse judiciaire à une politique qui a mené peut amener, Laurence Taillade? À quoi concrètement ça peut servir? À part effectivement à rappeler et à passer Agnès Buzyn sur le grill parce qu'elle n'avait pas commandé les masques, alors que Madame dans le Parisien a ensuite déclaré qu'elle avait compris le coronavirus avant tout le monde sur un blog chinois quand personne ne savait qu'il existait. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça apporte ? Alors, je pense qu'il faut dissocier deux choses. Il y a d'abord d'un côté, effectivement, l'action politique, donc qui est le fait de décider pour la collectivité de ce qui est le mieux pour elle. Et puis, de l'autre côté, il y a quand même la responsabilité pénale. Et en l'occurrence, le politique a aussi une obligation de moyens, qui est une obligation de faire en sorte de préserver les droits fondamentaux.
En l'occurrence, dans les droits fondamentaux, il y a le droit à la sécurité. C'est un droit qui doit être assuré aussi par le gouvernement. Donc, je pense que c'est là-dessus que peuvent être posées ces lois, mais je ne suis pas juriste. En l'occurrence, moi, il y a quelque chose que je veux aborder sur cette question-là, parce qu'il y a une vraie légitimité de la part des personnes de considérer que leurs droits fondamentaux et leurs libertés sont atteintes, et donc il est normal qu'ils puissent avoir une juridiction devant laquelle ils puissent se défendre, outre les élections. Mais au-delà de tout ça, je veux quand même rappeler que le gouvernement s'est auto-amnistié par avance lors du prolongement du vote, du prolongement de la loi d'exception. Oui, l'état d'urgence sanitaire. Voilà, puisqu'à la base, il y avait une inquiétude qui a été portée au niveau du Sénat de la plupart des élus locaux dans l'application notamment des règles de réouverture des écoles. Alors, effectivement, inquiétude qu'on peut penser légitime, qui finalement est infondée, puisqu'il y a une loi qui protège quand même plutôt bien les collectivités locales dans l'application des politiques publiques, qui est notamment l'article 221.6 du Code pénal. Donc, les plaintes collectives, je pense qu'elles sont plutôt dirigées vis-à-vis donc de l'expression du droit des individus et des collectivités, mais je rappelle aussi qu'il y a un autre problème, c'est quand on parle de 71 plaintes, ce ne sont pas des plaintes individuelles, mais bien des plaintes collectives, et là, du coup, ça représente quand même un grand nombre de personnes, et je pense que le droit est là, la justice est là pour tout le monde. J'aimerais rebondir quand même sur un argument que vous avez eu, Laurence Taillade, parce que vous nous dites effectivement, il y a des droits fondamentaux, comme le droit, par exemple, à la santé, c'est un fait, le droit à la sécurité, et à partir du moment où les politiques ne font pas en sorte qu'ils soient respectés, eh bien, on peut être fondé à les attaquer en justice. Sauf que le droit à la sécurité, pardon, imaginons, Laurence Taillade, que vous fassiez, je vais me faire l'avocat du diable, mais tant pis, vous fassiez brûler votre voiture ce soir. Est-ce que vous allez porter plainte le lendemain au nom de ce droit à la sécurité contre Christophe Castaner ? Parce qu'on est dans une obligation de moyens et non de résultats. Si les moyens engagés sont insuffisants par rapport à l'objectif visé... Mais vous pouvez très bien dire qu'il n'y a pas assez de policiers pour empêcher que votre voiture brûle si jamais vous habitez à côté d'une zone de non-droit ou dedans. Si je me trouve effectivement dans le fin fond d'une cité à Argenteuil où c'est à feu et à sang depuis 3 jours et où finalement il n'y a aucun moyen qui sont mis en place pour mettre un point d'arrêt, que ma voiture est brûlée, peut-être qu'effectivement, en étant habitant d'un de ces quartiers, je pourrais me poser cette question-là. D'accord. Effectivement. 0826, pardonnez-moi, 0826 300 300. Frédéric nous appelle du Gard sur Sud Radio. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour tout le monde, bonjour. Oui, alors vous savez, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je pense que vous faites le tour de la question, honnêtement. Je pense que mes éléments de questionnement et de réponse, je vais pas apporter beaucoup, mais vraiment, il y a un gros... C'est votre avis qui compte. Vous les soutenez ou pas, ces plaintes ? Mais bien sûr, évidemment qu'on les soutient, mais qui ne pouvait pas les soutenir ? Aujourd'hui, avec les mensonges qui se passent dans notre pays, au sein de cette force politique, mais c'est juste hallucinant. On se demande dans quel pays on est. On a des menteurs. Honnêtement, je pèse mes mots. On a des mafieux. On a des mafieux au gouvernement. Et cette politique, il faut que ça cesse. Je ne sais pas si la justice sera assez puissante pour être indépendante, parce qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour contrôler en fait celle-ci. Et si je n'ai pas assez forte, je pense que peut-être ne plus avoir peur de mourir, que ce soit par le virus ou pas, en fait, en allant dans la rue, comment ça s'est passé avec Lafayette, où il a fait assassiner 1000 personnes dans Paris. Oui, alors ça remonte, effectivement, c'était la fusillade du Champ de Mars. Attendez, moi c'est l'image, parce que là, aujourd'hui, on est dans un pays de malades. Et là, les gens, ils ont peur. Là, vous parlez tout à l'heure de la crise économique qui va arriver, mais elle est sans précédent, et ça va être un drame. Le Covid, c'est rien du tout comparé à ce qui va arriver. Le Covid a tué des personnes fragiles, déjà, donc ça, faut bien le dire. Le Covid, aujourd'hui, on entend tout et son contraire, et du n'importe quoi. Alors qu'on a les plus grands spécialistes dans ce pays, mais non, on préfère écouter un conseil scientifique fourni par Emmanuel Macron. Voilà, donc là aujourd'hui, honnêtement, il faut que les plaintes aillent jusqu'au bout. Et vous savez, Agnès Buzyn, si elle est partie juste avant, c'est qu'elle savait. Donc, ok, on passe la main à l'autre ministre pour en fait minimiser les choses et pour un peu noyer en fait le poisson, voilà. Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui en France. Et en tout cas, on a bien compris la défiance, le manque de confiance que vous inspire cet exécutif, Frédéric. Et de toute façon, la parole est libre sur Sud Radio, donc vous avez tout à fait le droit et vous avez raison de donner votre avis. Antoine nous appelle, non pas Antoine, Damien nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Damien.
Bonjour, oui. Vous nous appelez de Paris. Est-ce que vous les soutenez, ces plaintes? Oui, moi je soutiens la plainte. Bon, si j'en avais la possibilité, j'en ferais autant, parce que j'ai vu beaucoup de gens mourir tout autour de moi, comme des mouches, parce que à cause de comme l'auditeur précédent vient de dire, des mensonges qui sont là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, par exemple, nous sommes là. On demande le déconfinement. Vous remarquerez qu'il y avait le spot là qui... Alors attention, vous avez appuyé sur la mauvaise touche de votre téléphone, Damien. Oui, là on vous a retrouvé, mais faites attention aux touches de votre téléphone. Alors on va essayer de vous retrouver dans quelques secondes si jamais on y arrive, Damien. En tout cas, bon, on a compris que vous souteniez, si vous voulez, ces plaintes. Nicolas Corato, vous l'entendez, il y a quand même un certain nombre de Français, effectivement, qui sont furieux. D'une part, devant la gestion du gouvernement, et d'autre part, devant la façon dont il a expliqué sa gestion. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui vont rester, comme par exemple Agnès Buzyn qui dit non, on ne va pas empêcher les gens d'arriver à l'aéroport de Roissy. On a mis des affiches, vous inquiétez pas, pour informer les gens et leur dire ce qu'ils doivent faire. C'était faux d'ailleurs. Oui, effectivement, mais il y en a eu. C'est une question, on touche à deux problèmes qui sont des problèmes vraiment compliqués, qui sont des problèmes de la responsabilité et le problème de la vérité. Dans l'œuvre de justice, il y a toujours cette idée qu'on va essayer de chercher et d'entrevoir une forme de vérité. Et je pense que les Français, ils ont besoin d'une manière ou d'une autre, comment dire, qu'on leur dise la vérité sur ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, ce qui ressort le plus souvent, et ça Frédéric pourra nous le dire, c'est quand même cette impression que le gouvernement, comment dire, n'a pas énoncé les choses telles qu'il aurait dû les énoncer, voire même aurait menti sur un certain nombre de sujets qui touchent à cette épidémie. Donc il y a un besoin important que cette vérité, et on sait que la vérité, elle n'est pas uniforme, mais qu'une forme de vérité s'établisse. Et on le voit bien, le problème, on va toucher le problème institutionnel de notre régime, c'est que on a quoi pour faire émerger une vérité? On a la vérité judiciaire, on a la vérité parlementaire, il y a des commissions d'enquête au Sénat et à l'Assemblée nationale sur l'état d'urgence sanitaire, et puis on aurait une vérité politique. Ça va être compliqué pour ce gouvernement de continuer, encore une fois, je le disais, à gouverner avec cette épée de Damoclès. Et ça pose véritablement la question de la manière dont politiquement on se sort de cette période, remaniement, dissolution, je n'en sais rien, mais on sent de plus en plus que si on n'a pas un épisode démocratique en plus pour s'en sortir, on va patauger dans des mises en cause qui vont finalement aboutir à une embolie de l'État. J'ajoute une dernière chose. Oui. La Cour de justice de la République, elle est composée de 15 juges, dont 12 parlementaires, 6 sénateurs, 6 députés. On sait à quel point, et on l'a vu par le passé, c'est pas leur faire, je dirais, un déshonneur, que leurs verdicts sont généralement très en deçà de ce qu'attend l'opinion publique. Il y a eu des précédents passés l'affaire du sang contaminé notamment. Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution pour trouver une vérité qui fasse la concorde nationale sur ce sujet. Jérôme Ripoll. Oui, moi, ce que vient de dire Nicolas est très important, effectivement, et je reviens sur ce qu'il a dit. La démocratie et la politique, c'est de la responsabilité. Quand on prend des décisions, on les assume en responsabilité et on les assume. Donc que des citoyens soient en mesure de se retourner contre l'exécutif et contre le gouvernement après des décisions qu'il a prises, c'est tout à fait normal. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ils se retournent pas devant n'importe quelle juridiction. C'est effectivement, comme le disait Nicolas, une juridiction spécifique avec 6 députés, 6 sénateurs et 3 membres et 3 magistrats. Et donc effectivement, quand vous regardez les procès de Laurent Fabius, de Charles Pasqua, de Christine Lagarde, d'Urvoas, etc., ce sont des peines extrêmement légères. Pourquoi? Parce que ce sont des peines qui sont aussi produites par des hommes et des femmes politiques. Et donc on peut penser qu'il y a un réflexe de protection. Cela étant, c'est vrai qu'on assiste à une forme de judiciarisation de la vie politique française, mais qui, comme l'expliquait aussi Nicolas, s'explique par une raison assez simple. C'est qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on arrive à savoir la vérité? Quand vous avez un président de la République qui vous explique qu'il n'y a pas eu de rupture de masque, les auditeurs qu'on a eus, ils réagissent avec leurs tripes.
très en colère et ça peut se comprendre. Donc on arrive à des réactions qui effectivement sont disproportionnées, mais qui sont compréhensibles. Ça vaut pour les propos aussi de Sibeth Ndiaye qui donne quand même l'impression aux Français de les regarder dans les yeux avec le sourire tout en leur disant quelque chose qu'elle ne croit pas un seul instant. C'est exact. Donc la colère et le fait que les gens s'expriment, et effectivement Nicolas le disait aussi, c'est pas des plaintes légères, c'est des plaintes qui sont très très construites et très difficiles à mener. Donc c'est le signe d'une exaspération de la société française, ça c'est évident. Laurence Taillade. C'est aussi le signe de plusieurs problèmes qu'on rencontre avec la politique en règle générale. C'est dans quel cadre on évolue, et on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup trop d'affaires qui montraient les relations plus ou moins fluctuantes de certains élus avec les lois. C'est aussi la question de l'éthique en politique et de la transparence, qui est quelque chose qui est très fréquemment demandé, mais qui malheureusement est peu existante, en tout cas au sein du gouvernement et des élus qu'on a aujourd'hui. C'est aussi le problème de la compétence d'un certain nombre de membres de cabinet. On se rend compte qu'il y a énormément de lois qui aujourd'hui passent à l'Assemblée nationale, parfois en forcing, parfois au profit justement de cette période. On peut parler de la loi Avia, qui pour le moins semble être très légère au niveau constitutionnel, et c'est finalement aux citoyens ou aux groupes parlementaires de se constituer pour demander la révision de ces lois, et donc la légèreté aussi sur le plan des compétences est à remettre en question. Donc on voit bien qu'il y a une rénovation de la vie et du système politique à faire qui devient urgente si on veut que les citoyens s'engagent et surtout qu'ils continuent à aller voter. Mais tiens, transition toute trouvée. Vous faites très bien de le dire tout de suite, Laurence Taillade. Dans un instant, on va parler des municipales. La date se dessine. 28 juin pour voter ce fameux second tour dont on pensait qu'il n'arriverait jamais. Est-ce que c'est risqué d'aller voter dans si peu de temps? Je vous rappelle que les cafés sont fermés, les restaurants sont fermés. Mais a priori, on devrait pouvoir aller voter pour les municipales, même s'il y a évidemment beaucoup de précautions qui seront prises. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes prêt à aller voter ou pas pour votre maire? 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec nos 4 invités. À tout de suite. Et de retour dans le studio de Sud Radio avec nos 4 débatteurs, Nicolas Corato, Laurence Taillade, Frédéric Dabi, Jérôme Ripoul. Nous parlons de ces municipales. Ça aura été le mélodrame dans le drame finalement. Ces élections municipales lourdement et historiquement perturbées par l'épidémie de coronavirus et par le confinement décidé à la dernière minute. Alors, Édouard Philippe, le Premier ministre, doit confirmer aujourd'hui à 12h30, c'est-à-dire dans à peu près 3/4 d'heure, eh bien la date du second tour. On sait que les ténors de la majorité, donc En Marche et Modem, penchent plutôt pour qu'on aille voter le 28 juin prochain, dans un mois, quoi, en gros, pour l'organisation du second tour des élections municipales. Est-ce que c'est trop tôt, alors qu'on n'est quand même pas tout à fait sûr que l'épidémie soit terminée? Est-ce que c'est trop tôt et c'est risqué, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une bonne chose qu'on aille voter, qu'on en finisse finalement? Et puis aussi un signe d'optimisme pour nous dire finalement qu'il n'y aura peut-être pas de deuxième vague. Laurence Taillade, vous êtes prête à aller voter d'ailleurs? Est-ce que vous aurez un second tour, vous, dans votre ville? Oui, moi je dois voter à Aurillac, donc il y aura un second tour à Aurillac. Je pense que dans ce genre de situation, il faut se poser plusieurs questions. La première question, c'est à qui profite le crime? Pourquoi aller voter au deuxième tour? En l'occurrence, il s'agit essentiellement de villes plutôt de taille moyenne ou de grande taille, dans lesquelles il y a peut-être un certain nombre de candidats qui seraient l'AREM ou Modem, ça ne me surprendrait pas, qui concourent peut-être sur des rassemblements de listes. Donc tout ça fait que peut-être l'AREM comme le Modem ont tout intérêt à ce que le second tour se joue tout de suite plutôt que plus tard, où les gens auront peut-être l'occasion d'écarter ces candidats. Alors, après, pardonnez-moi Laurence Taillade, mais j'imagine bien, mais si vous avez vu, comme tous les Français, les scores de La République En Marche et du Modem au premier tour des municipales, qu'ils arrivent à se faire racheter, si c'est pour arriver à vendre 7% des voix sur une autre liste. Je vais vous donner l'analyse que j'ai faite de la plupart des listes de l'AREM qui effectivement ont été écartées au deuxième tour. Ils ont pour beaucoup pu négocier un certain nombre de places sur des négociations de listes. C'est pour ça que je dis qu'il y a un intérêt à ce que ce deuxième tour puisse se jouer sur l'histoire des rassemblements de listes, parce que je rappelle qu'il y a quand même un intérêt ambitieux, important. Et les listes n'ont pas été déposées à ce stade? Les négociations ont déjà eu lieu. Les négociations Jérôme Ripoul, vous allez avoir la parole dans un instant. Certains avaient déjà déposé les listes avant qu'il y ait confinement, dès le mardi qui a suivi. Pas toutes les villes. Pas toutes les villes, en fait. C'est la première hypothèse. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on est dans exactement la même situation qu'au mois de mars. Donc aujourd'hui, dire qu'on va aller voter avec toutes les conséquences qu'il y a eu au mois de mars dernier,
me pose un vrai problème sur notamment l'insincérité du scrutin, du fait qu'un certain nombre de personnes seront empêchées d'aller participer par la crainte qu'elles ont de contracter le virus. Et donc, ça rendrait le scrutin d'une certaine façon inconstitutionnel. Et au-delà de tout ça, ça poserait une autre question, qui est la question de la légitimité des personnes qui seront élues avec des taux de participation qui risquent d'être historiquement bas. Donc moi, ma position, c'est plutôt d'imaginer un report des élections couplé avec les départementales au mois de mars prochain, avec la possibilité de mener une campagne, parce que je rappelle que une élection démocratique, c'est une élection qui a permis aussi un débat démocratique sur les idées auparavant. On ne vote pas sur des étiquettes et sur la tête des candidats, on vote bien sur un débat démocratique, et faire campagne sans voir les gens, pour moi, ce n'est plus faire de la politique, c'est totalement antidémocratique. 0826 300 300. Juste avant de donner la parole à Jérôme Ripoll, nous avons Cécile qui nous appelle de Pau. Bonjour Cécile. Bonjour Jean-Marie, bonjour à vos invités. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que vous êtes prête, si jamais cette date est confirmée, à aller voter le 28 juin ? Oui, pour moi, elle aura lieu le 28 juin. Alors, je vais exclure deux choses très rapidement. Je vais essayer de vous donner un peu mon analyse. J'exclus deux choses. D'une part, le conseil scientifique. Moi, je m'en fous complètement. Ça fait longtemps que j'écoute plus tous ces chiffres. Ça m'est complètement égal. J'étais contre le premier tour. J'y suis pourtant allé. Ça a été pour moi le premier couac. Enfin, parce que ça a été le début de la catastrophe de la gestion de la crise, puisque 2 jours après, on a fermé les écoles. J'y suis allé tout de même. Moi, et j'exclus une deuxième chose, c'est Pau. Pau, moi, je suis à Pau. Donc, Bayrou. Bayrou, il est arrivé au premier tour avec 45,83%, donc aucun problème pour lui. Donc je vais vous dire, ça ne change rien pour moi. Surtout que Bayrou se voit en Premier ministre. Et là, je rebondis sur Édouard Philippe. Édouard Philippe, lui, qui a priori sera démissionné, je pense qu'il n'a qu'une envie, c'est de repartir il a de grandes chances de repartir dans sa ville. C'est pas si sûr que ça d'ailleurs au Havre. Édouard Philippe est candidat au municipal au Havre et c'est beaucoup plus serré que prévu dans sa ville. Pas tant que ça, il est quand même arrivé, je peux vous donner les chiffres. Non, je suis d'accord, je les ai pas en tête, mais effectivement c'était assez... Il a moins de réserve de voix. Il a moins de réserve de voix, exactement. Si vous additionnez les voix de la gauche, si elle s'entend, elle est devant lui. Voilà. Bon, enfin, je vais vous dire, franchement, le sort de Philippe m'importe peu, donc je m'en fous complètement. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir deux choses. De mon point de vue, moi je suis, maintenant c'est 2022 qui m'intéresse, et d'ailleurs c'est là où je rejoins peut-être pour le seul sujet Macron, qui lui évidemment est sur une campagne maintenant, il a 2 ans, on va faire que 2 ans il va gérer quelques affaires courantes et la post-Covid, mais globalement, il faut absolument qu'il s'occupe de sa campagne présidentielle, et ça va se passer comme ça. Donc le 28 juin, évidemment, sera faite, sera là, à mon avis, mais encore une fois, je suis pas dans les petits papiers, mais je pense que ce sera la date. Et puis, de toute façon, il est hors de question que ça se passe en septembre, puisqu'il va y avoir à la fois la rentrée scolaire, et là, je rejoins Frédéric, ça va être un bordel pas possible, pardon pour le mot. J'ai pas mal d'infos qui me disent que le Parcoursup, la rentrée universitaire, ça va être une cata. C'est compliqué pour tout le monde, effectivement. Aussi, voilà, les décrocheurs, enfin bon. Et puis évidemment, faut pas oublier la loi de finances quand même qui aura lieu et qui aura lieu au mois de septembre. Et il faut quand même 1 mois et demi pour faire une campagne. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a aussi les 36 maires de ville qui ont plaidé. Il y a aussi tous ceux qui sont au premier tour, qui sont au premier tour et qui ont tout à fait envie de terminer de cette séquence. Donc tout ça me montre, il n'y a aucun argument pour dire que ça sera reporté. Je pense que c'est le 28 juin, pour moi, il n'y a aucun doute. Et en tout cas, vous êtes prête à aller voter le 28 juin pour ou contre François Bayrou dans votre ville, en tout cas? Non, moi, contre ou pour, je vais vous dire, je m'en fiche complètement. Moi, mon problème, c'est de faire avec les souverainistes un gros barrage avec, parce que évidemment, j'ai suivi l'affaire Puy du Fou. Je suis une amoureuse de Puy du Fou. Je suis une vendéenne pour des raisons familiales et historiques. Donc, de toute façon, nous maintenant, on est sur 2022 pour bouter hors de France notre président qui n'a qu'à aller s'occuper de l'affaire européenne. On s'en fout. C'est pas maintenant, on n'est plus là-dessus. Enfin, c'est votre liberté de parole, en tout cas, Cécile. Merci beaucoup de nous avoir appelé depuis la belle ville de Pau, sur les terres du roi Henri IV. Et quand la limite de 100 km va tomber, vous pourrez même retourner au Puy du Fou dans votre Vendée que vous aimez bien, puisque le Puy du Fou va rouvrir. Jérôme Ripoll, vous l'avez entendu. Bon, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'aller voter si tôt? Moi, je ne comprends pas cette décision. Il y a eu une première décision qui a été prise par Emmanuel Macron, à qui on a tordu la main, et notamment Gérard Larcher. Et aujourd'hui, on est en plein état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet. Monsieur déconfinement Jean Castex nous dit à juste titre, attention, il peut y avoir un reconfinement.
on n'a pas encore les résultats qui nous permettent de voir que s'il va y avoir reprise ou pas donc de la deuxième vague. Et là, on nous dit, vous allez aller voter. On va appeler 47 millions de Français aux urnes. Mais le risque... Oui, il y a 30 000. Vous avez raison, Frédéric Dabi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, Frédéric. Autant pour moi, vous avez tout à fait raison, Frédéric. Ça ne dure qu'une semaine. Vous avez raison. Mais le fait est que, franchement, si jamais il y a un risque et que ce risque est pris, alors là, moi, je ne comprends pas. Il y a quand même que 5000 villes qui sont concernées. On peut attendre jusqu'au mois de mars. Ça me semblait pas être une priorité et surtout, ça me semble être en désaccord avec ce qu'on tient comme discours sanitaire. Voilà. Frédéric Dabi. Moi, je vais d'abord citer l'enquête IFOP fiduciale pour CNews et Sud Radio qui a été diffusée hier, qui montre des Français très partagés. 51% sont favorables à ce que le second tour ait lieu fin juin. Alors, ce résultat serré, d'abord, il contredit un discours médiatique qui dit que les Français ont peur d'aller voter. Ça va de pair avec l'optimisme qui revient avec un reconfinement, avec un déconfinement plutôt réussi. J'ai l'impression, à lire notamment des enquêtes de terrain, qu'il n'y a pas pour l'instant de reprise de l'épidémie. 51% aussi, pour être honnête, c'est aussi le reflet d'une certaine indifférence vis-à-vis du prochain scrutin municipal quand on est très inquiet, notamment sur les conséquences économiques de la crise. Là, pour être un petit peu en décalage avec ce qu'a dit Jérôme Ripoul, moi je me demande si la démocratie peut attendre. Le déconfinement est en cours. Le 28 juin, je l'espère, les restaurants, les cafés, la vie aura sans doute repris. Est-ce que la vie démocratique doit s'arrêter avec deux éléments qu'il faut avoir en tête? Si l'élection est reportée à 2021, elle sera couplée avec deux autres scrutins qui n'ont absolument rien à voir, départementales, régionales. Et aussi, il y aura des maires, il y aura deux types de maires. Il y aura une inégalité entre les maires élus en mars 2020 et les autres en mars 2021, avec en plus l'idée que la commande publique, notamment pour les intercos, va être complètement bloquée. Et la relance économique passe aussi par la reprise de la commande publique. Donc à un moment, il y a beaucoup de maires aussi, d'ailleurs on en a parlé toute l'année, qui voulaient décrocher, qui voulaient arrêter et qui effectivement se retrouvaient à faire des semaines et des mois supplémentaires, ce qui n'était absolument pas prévu. Nicolas Corato, je vous laisse le mot de la fin sur ces élections qui seront confirmées, enfin sur la date de ces élections qui devraient être confirmées dans une demi-heure à peu près par le Premier ministre Édouard Philippe. Moi je suis à l'image du sondage de Frédéric Dabi, je suis très partagé sur la question, mais j'ai moins de problèmes avec le second tour qu'avec le premier. Pourquoi ? Et je rejoins un peu Jérôme, c'est-à-dire que et là, il faudra qu'un jour on fasse une étude approfondie. Le premier tour a eu lieu et on a constaté une abstention supérieure de 20% aux élections municipales 2014. Quelle valeur démocratique on donne aux résultats de ce premier tour qui engage le second? Moi, mon problème, c'est moins d'aller voter le 28 ou le 29 juin que d'aller voter sur des résultats du second tour dont j'estime que le premier n'est pas révélateur. Et beaucoup d'observateurs politiques vous disent qu'il y a beaucoup de villes dans lesquelles les résultats du premier tour sont très différents de ce qu'on aurait pu attendre. Effectivement. Donc, il y a quand même, pour vous, le scrutin, en tout cas, pour vous, le scrutin est un peu faussé, en quelque sorte, si j'ai bien compris. Merci Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Merci à vous Laurence Taillade, présidente du Parti républicain solidariste, auteur du livre Être une femme en 2020. C'est publié aux éditions Michelon. Merci à vous Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Et merci à Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comfluence et coprésident d'Opinion Valley. On se retrouvera dans quelques instants, tout petits instants pour Sud Radio, dans tous ses états. On va vous parler d'un fleuron français industriel, Renault dans la tourmente. Eh bien, pas question de délocaliser. C'est ce qu'a dit le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. On se retrouve dans quelques instants, tout de suite sur Sud Radio.